Bon, alors on essaiera de voir quelques exercices qui permettra de rafraîchir un peu la mémoire pour les uns et les autres. Alors, voici quelques réflexions qui vous permettent de vous mettre dans le bain. Alors, parmi les commandes, utilisation de la commande ls, donc ici, dans la commande ls, à quoi sert l'option "-r" de ls? Là, ça vous permet de se mettre dans le bain et de revoir un peu tous les concepts qu'on a vus. Parce qu'il faut bien connaître les commandes pour pouvoir écrire des scripts intéressants. Parce que les scripts, c'est quoi? Je rappelle, c'est un ensemble de commandes et avec des combinaisons de commandes. Donc ici, on vous demande de dire à quoi sert l'option "-r" de ls. Alors, automatiquement, l'option ls, non, "-r", c'est R pour dire récursive, pas un ordre. Donc là, cette option, elle permet d'afficher une liste récursive, c'est-à-dire que quand tu as le contenu d'un répertoire, tu vas aller à l'intérieur du répertoire, donc le sous-répertoire, tu vas encore afficher le contenu du sous-répertoire. Et donc là, ce qui permettra d'avoir une opération de ls, donc de lister, qui est une opération récursive, c'est-à-dire elle affiche le contenu du répertoire et les sous-répertoires, elle va encore récursivement afficher les contenus de ces sous-répertoires. Et donc, du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec une arborescence qui est affichée. Donc ça, c'était la question. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'on a vu déjà des options. Et donc, au niveau des TP, des salles de TP et vos séances de TP, on avait dit qu'il y avait toujours l'interpréteur de commande fournissait toujours de l'aide. Et donc, à chaque fois qu'on utilise une commande, on peut toujours découvrir tous les aspects de cette commande, en particulier puisque les commandes du shell, en général, admettent des options. Et donc, il fallait jeter un coup d'œil sur les options de toutes les commandes. Donc, chaque commande, elle peut avoir plusieurs options, donc plusieurs usages. Donc, ici, on a vu ls tout court, comme on a vu ls-l, qui permet de lister en détail les fichiers avec leurs propriétés. Là, on veut lister avec récursivement, donc grâce à l'option qui est "-r". Alors, une autre question, toujours avec la commande ls, quel est l'ordre dans quel ordre les fichiers et répertoires sont-ils classés par défaut? Quelles sont les options qui peuvent servir de modifier ce critère de classement? Ça veut dire que quand vous mettez ls, c'est-à-dire que vous allez voir que vos fichiers vont apparaître dans un certain ordre qui est défini par défaut au niveau de l'interpréteur. Alors, quel est cet ordre? Et par la suite, est-ce qu'on peut modifier cet ordre d'affichage du contenu de répertoire? Là aussi, ça veut dire qu'il y a une autre option qui existe dans ls et qu'il faut voir pour dire que ls, quand vous mettez ls, vous allez afficher le contenu du répertoire. Donc cet affichage-là, il se fait selon un ordre bien défini. Donc la question vous demande quel est cet ordre. C'est l'ordre alphabétique, effectivement. Donc, quand on affiche par défaut au niveau de l'interpréteur par ordre alphabétique. Et donc, c'est ce que vous avez, l'ordre alphabétique, il est dans ce sens, hein, c'est-à-dire vous avez la ponctuation, vous avez les chiffres, ensuite les lettres. Donc ça, c'est l'ordre qui est utilisé dans l'interpréteur de commande. Alors, la suite de la question, est-ce qu'on peut modifier ce critère de classement?
Donc, on peut le faire. Par exemple, tu peux modifier pour avoir les fichiers qui ont été modifiés les plus récemment. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu utilises l'ordre de la date de modification. Donc, le plus récent qui a été modifié, il sera affiché en premier. Et donc, ça, c'est possible de le faire grâce à l'option -t. Donc, -t qui veut dire time. Et donc, vous avez la possibilité, c'est pas S, hein, c'est T pour permettre d'afficher les fichiers les plus récents. -S, c'est par rapport à la taille, c'est-à-dire la taille des fichiers, c'est-à-dire du plus petit au plus gros fichier. Donc, vous avez ces possibilités qui sont offertes. Si vous voulez modifier juste le critère de tri, donc c'est juste -t, donc ce qui permettra de changer. Donc ici -lt, ça vous donne une liste de tous les fichiers selon l'ordre de modification. Ensuite, comment afficher les droits d'un répertoire donné? Donc, si vous tapez ça, ls-l, le nom du répertoire, et il va vous afficher le contenu du répertoire. Le contenu du répertoire, c'est tous les fichiers, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut rajouter l'option -d. Donc là, ce qui permettra d'afficher le répertoire lui-même et donc avec ses droits. Parce que si vous mettez ls-l et le nom du répertoire, il va afficher les détails du contenu de ce répertoire. Ok, ça c'est une répétition. Alors maintenant, les commandes de mkdir et rmdir, créer 3 répertoires en une seule ligne de commande. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien entendu faire appel à la commande mkdir, suivi des noms des répertoires. Donc, si vous mettez mkdir bla bleu bli, ça va créer le premier répertoire, le deuxième et le troisième. Donc là, vous aurez 3 répertoires qui vont être créés. Donc ça, c'est la même chose si je veux effacer 3 répertoires dans une seule ligne, c'est-à-dire j'ai créé ces 3 répertoires et je veux les effacer. Donc, il suffit d'écrire la commande rmdir bla blé bli. Donc ça, c'est pour effacer les répertoires. Je rappelle aussi que effacer les répertoires... monsieur, Oui. la solution à l'exercice كنديرها في Linux خير كيما في التي بي لا Comment? la solution à l'exercice كنديرها كيما في التي بي يعني Dans le TP, sur la tu vas machine faire quoi? virtuelle. Là, je suis en train de faire un cours par un TP. Et dans les TP, tu vas t'exercer dans le TP. C'est l'objet de la séance de TP. Donc, l'objet de la séance de TP, c'est de faire le TP. Moi, je suis en train d'expliquer ici des exercices qui peuvent être utilisés dans des interros et dans des examens. D'accord? Et donc là, une fois que tu as l'examen, tu peux toujours réfléchir de la sorte, parce que tu ne vas pas faire un examen avec ta machine. Donc, tu vas faire ton examen sur une feuille. Donc, là, ça pousse un peu à la réflexion. Alors, ici, si tu tapes ça, que se passe-t-il si vous tapez mkdir, mkdir? Donc, $mkdir suivi de mkdir. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un répertoire اسمه mkdir ولا ماش ما يصير والو. On peut pas nommer un répertoire de nom d'une commande. Créer un De toute répertoire. façon, en général, dans les commandes, il se passe toujours quelque chose.
soit que la commande elle est correcte, il va s'exécuter, soit que la commande est incorrecte, il va t'afficher un message d'erreur. Donc dire Maïsra Wallo, ça n'existe pas. Donc il se passe toujours quelque chose. Donc ça c'est la philosophie des commandes. On l'a vu, à chaque fois, on exécute une commande, ensuite on a le résultat. Le résultat, ça peut être quelque chose qui suit l'exécution, comme ça peut être un code d'erreur qui indique que la commande que tu as tapée, soit il y manque des arguments, soit qu'elle a été mal faite, etc. Donc ici, c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est la création d'un répertoire qui s'appelle MKDIR. Rappelez-vous, on avait dit qu'on n'avait pas imposé, je dirais, sur les fichiers, c'est l'utilisateur qui peut les appeler. La seule contrainte qui est donnée à l'utilisateur pour nommer ces fichiers ou ces répertoires, il ne faudrait pas qu'il y ait un fichier en répertoire qui porte le même nom. Donc, deux fichiers ne peuvent pas avoir le même nom. C'est-à-dire que si un nom existe, tu dois choisir un autre nom. Mais sinon, tu peux choisir n'importe quel nom, donc y compris ici. Ce qui va se passer, c'est la création d'un répertoire qui s'appelle MKDIR. OK. Alors, ici, vous voulez détruire un répertoire là, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous essayez, vous tapez la commande, RMDIR, etc., et le système va vous répondre que ça ne marche pas. Donc, LS, il vous dit qu'il est vide, et pourtant, vous ne réussissez pas à l'effacer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des fichiers cachés. Donc, ces fichiers cachés qui ne sont pas, en général, affichés grâce à la commande ls tout court. Et donc, c'est pour ça que ce qu'il faut faire, il faut les découvrir, ces fichiers cachés. Donc, il y a l'option de ls qui s'appelle -1. Donc, ls-1, elle va vous permettre d'afficher les différents fichiers cachés qu'il faut supprimer. Et ensuite, vous pouvez mettre le RMDIR, le nom de votre répertoire. Et donc là, ça vous donne un peu les choses pratiques qui existent et qui vous poussent à réfléchir pour dire pourquoi il n'arrive pas à effacer. Ben, tout simplement parce qu'il y a des fichiers qui sont cachés. Et donc, Monsieur, ces fichiers-là n'apparaissent pas automatiquement. Oui. mais RMDIR, il efface un répertoire, c'est-à-dire quand il est vide. Il appelle, là, vous mettez RMDIR bla, slash, ça c'est ce qui permet de dire effacez-moi ce répertoire. Lui, il va vous répondre en disant que je ne peux pas l'effacer, n'est pas vide. Quand vous mettez ls, automatiquement, quand il vous affiche rien du tout, c'est du vide. Pourquoi? Parce que on avait dit que il y a certains fichiers qui peuvent être cachés. En général, les fichiers cachés, c'est des fichiers qui commencent par point, c'est-à-dire point et un nom de fichier qui existe par défaut. Ils ont le statut de caché. Pourquoi? Parce que c'est des fichiers qui sont liés beaucoup plus à la configuration et à l'usage de la configuration. Et donc, à un moment donné, s'il y a un fichier qui se trouve à l'intérieur, vous ne pouvez pas effacer le répertoire, puisqu'on avait dit qu'un répertoire vide, il ne contient réellement que le fichier point et le fichier de point. Donc, s'il contient autre chose que ça, automatiquement, vous ne pouvez pas l'effacer. Alors, toujours avec ces commandes. Donc, ce qu'on veut ici, on vous demande est-ce qu'il y a une commande, et une option plutôt, de MKDIR qui permet de créer à la fois un répertoire et un sous-répertoire de ce répertoire. Alors? Oui, monsieur. MKDIR -P. OK. Donc, c'est l'option -P qui permet effectivement de réaliser cette opération. Et donc, ça vous permettra de créer à la fois le répertoire et le sous-répertoire qu'il contient. Donc, ça, c'est
Parce que dans le truc le plus simple, c'est quoi? C'est tu crées le répertoire, ensuite tu vas te mettre, tu peux te mettre à l'intérieur de ce répertoire ou bien à l'extérieur de ce répertoire et tu vas demander la création du sous-répertoire. Ça, on peut le faire en 2 étapes. Si on veut le faire en une seule étape, c'est l'usage de -p qui permet de faire, de créer le répertoire et de créer le sous-répertoire qu'il contient. Donc ici, voici l'exemple, nkadir -p, rapport annexe. Donc, rapport n'existe pas, annexe n'existe pas. À la suite de l'exécution de cette commande, on va voir l'apparition du répertoire rapport. Et à l'intérieur de rapport, vous allez trouver le sous-répertoire annexe qui va être créé. Donc, ça, c'est un moyen syntaxique qui vous permet de faire la création des deux à la fois. Alors, ensuite, toujours avec les commandes nkadir et rmdir, comment créer un répertoire en spécifiant ses droits. C'est-à-dire là aussi, au lieu de faire les choses en 2 étapes, donc, tu crées un répertoire, ensuite tu vas utiliser la commande chmod pour lui affecter les droits. Là, on veut le faire en une seule passe, c'est-à-dire je crée le répertoire en lui affectant automatiquement ses droits. Alors, il y a cette option de nkadir. Donc, on a vu l'option nkadir -p. Là, on voit l'option -m qui permet effectivement de réaliser ceci. Donc, ici, je veux créer le répertoire mail en lui donnant les droits d'accès. Là, j'utilise la notation numérique au lieu de la notation symbolique. Donc, la notation numérique qui permet de me dire 700, 700 qui veut dire 1, 1, 1, et ensuite 3, 0, 3, 0. Ce qui voudra dire que ce répertoire, il est strictement personnel. Donc, seul l'utilisateur, il a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Donc, les autres ne peuvent rien faire concernant ce répertoire. Donc, ici, si je veux afficher les droits, donc c'est l'option D de tout à l'heure qu'on a vu. Donc LD, L qui me donne tous les détails, D pour dire il s'agit d'un répertoire qu'il faut. Donc automatiquement, vous avez tous les paramètres. Alors toujours avec les commandes. Ici, quel est l'effet de la commande suivante? rmdir -p toto /tata /tutu. Donc cette commande, elle va le faire grâce à -p qui permet de passer au répertoire et au sous-répertoire. Et donc, elle va effacer toute la hiérarchie de votre répertoire ainsi que tous les sous-répertoires qui existent à l'intérieur. Maintenant, on passe à la commande cp qui est la copie. Alors ici, la même chose. Ce qu'on connaît la copie, on connaît la copie d'un fichier source avec un fichier destination. Donc ici, on vous demande, est-il possible de faire une copie d'un répertoire et de l'ensemble de ces sous-répertoires en une seule ligne de commande? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une arborescence, tu veux copier toute cette arborescence. C'est ça ce que ça veut dire. Donc ici, c'est possible. Donc il y a une option qui est le R -R, donc qui veut dire récursive. Donc si on veut copier tout le répertoire ainsi que ses sous-répertoires, dont le répertoire destination www. Donc, il suffit de taper cp -r rapport /www/. Donc, automatiquement, ça, il va prendre toute l'arborescence de rapport, il va la copier dans le répertoire www. Donc, R qui peut être utilisé soit en majuscule, soit en minuscule, en général, pour dire récursive.
Alors ici, on vous dit que se passe-t-il si l'on veut faire une copie qui est appelée tentative de son répertoire essai. Ça veut dire que vous avez le répertoire essai et vous voulez créer une copie qui s'appelle tentative. Et que le répertoire tentative existe déjà. Donc tout à l'heure, c'était la copie d'une arborescence, ça veut dire que tu vas créer la copie de cette arborescence et tu vas l'exister. Alors ici, on vous parle du cas particulier, c'est le répertoire destination existe. Et donc, quel est l'effet ou que se passe-t-il si je fais cette commande qui me tente je dirais, de faire la copie d'un répertoire essai vers le répertoire tentatif. Tout simplement, c'est le répertoire tentative existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la source et on a la cible. Ça veut dire qu'on va faire la copie de la source dans la cible, puisque la cible, elle existe, donc il n'y a pas lieu de la créer. Donc ça, ce qu'il va créer, il va créer un répertoire essai qui va se trouver à l'intérieur du répertoire tentatif. OK. Alors, toujours avec la commande CP. Alors, que se passe-t-il si vous voulez faire une copie d'un fichier dans un répertoire où il existe déjà un fichier de ce nom? Ça veut dire qu'au niveau destination, vous avez, donc vous ciblez le fichier que vous voulez copier, vous ciblez la destination, et dans la destination, il s'avère qu'il y a un fichier qui porte le même nom. Ben, tout simplement, on avait dit que le principe de fichier, tu ne peux pas avoir deux fichiers qui portent le même nom. Et donc, automatiquement, ça veut dire que le programme, il va vous alerter, il va vous demander votre avis. Est-ce que vous voulez écraser le fichier destination? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas exister deux fichiers qui portent le même nom. Donc, le seul moyen pour lui qui lui rate, c'est quoi? C'est d'écraser la destination et de la changer avec la nouvelle version. Et donc, en général, le shell vous demande est-ce que vous voulez effectivement l'écraser. Alors, ici, vous avez cette commande CP, fichier 1, fichier 2, fichier 3 et répertoire slash, ce qui veut dire le nom du répertoire. Qu'est-ce qui se passe si vous allez taper cette commande et vous voulez l'exécuter? Donc ici, ça consiste à dire que l'ensemble de ces fichiers-là, ils vont être copiés vers la destination, c'est-à-dire l'ensemble des fichiers. Et le dernier argument, comme c'est un répertoire, ça veut dire que tous ces fichiers-là, ils seront mis dans le répertoire appelé répertoire. Alors, vous voulez renommer un répertoire blanc en bleu. Que se passe-t-il si le répertoire bleu existe déjà? كيف قلنا إدارة ناسيون بلا نحب نكرازيوه. Comment? Il va nous demander si on veut écraser le fichier qui existe déjà. Non, s'il existe déjà, tu ne vas pas l'écraser. Parce que dans les répertoires, il a la possibilité. Ce n'est pas comme un fichier. Donc, s'il existe, automatiquement, il va créer un sous-répertoire à l'intérieur.
D'accord? Tu vois la subtilité. La subtilité, c'est pas comme un fichier. Parce que si c'est un fichier, il y a un seul, unique. Donc, il peut rien faire. Soit l'écraser, soit tu refuses, donc il arrête, il n'exécute pas. Mais là, comme tu as un répertoire, l'interpréteur, il a le choix. Le choix, il va choisir son choix implicite, comme toi, tu veux faire un mot. Donc, automatiquement, il va prendre le répertoire, il va le mettre à l'intérieur comme un sous-répertoire. Et ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire le seul problème qui se pose, si il y a un sous-répertoire qui porte le même nom qui existe. C'est là où ça pose problème. Sinon, il va créer un sous-répertoire à l'intérieur de la cible. Alors, ici, on vous demande comment faire pour à la fois déplacer un fichier et changer son nom. Que se passe-t-il s'il existe déjà un fichier de ce nom dans le répertoire d'arrivée? Alors ici, si tu veux déplacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va changer de répertoire. Et donc, automatiquement, tu vas préciser la cible, c'est-à-dire le répertoire d'arrivée. Et donc, ce répertoire d'arrivée qui va être ciblé, automatiquement, il suffit de mettre le répertoire d'arrivée / le nouveau nom. Et donc, automatiquement, le fichier il sera déplacé vers le répertoire destination et il va porter ce nouveau nom qui existe. Donc, voici le truc. Donc, je prends le move, donc ce qui permet de déplacer. Et on a le rapport texte et automatiquement, je veux le déplacer. Donc là, je monte dans le répertoire, je récupère ça et ensuite, je le recopie dans le répertoire courant. Et donc, automatiquement, ce fichier source, il va devenir le fichier destination lorsque je vais le déplacer avec le nouveau nom qu'on appelle stage. Donc, ici, ça, ce qui est donné, c'est l'idée, c'est quoi? Dans toutes les requêtes qui ont précédé, c'est à chaque fois qu'est-ce qu'on veut? On veut faire les choses avec une seule commande. Ça veut dire que une seule commande simple, pas une commande composée. Parce qu'un de vos camarades, il me dit, tiens, je peux utiliser le pipe. L'idée, ce n'est pas d'utiliser le pipe. L'idée, c'est d'utiliser une seule commande. Et donc, automatiquement, ça veut dire que tu n'as pas une commande composée. Ça veut dire une commande simple. Et donc là, tu dois choisir la bonne réponse. Ici, la bonne réponse, c'est quoi? C'est de choisir le fichier et d'aller vers la destination. Et donc, automatiquement, ça me permettra effectivement de créer je dirais, de créer effectivement une copie, de faire le déplacement et de lui changer le nom automatiquement. Donc, si vous regardez cette commande move, automatiquement, elle prend le fichier source qui est rapport.text et le fichier destination qui devient stage. Ça veut dire qu'il y a un move qui a été fait et avec un changement effectif du nom. Bien entendu, si on se retrouve avec le cas, c'est-à-dire je vais le déplacer en lui changeant de nom, il y a toujours cette contrainte. Il ne faudrait pas que ce nom existe au niveau destination, parce que s'il existe au niveau destination, il va y avoir le problème de l'écrasement pour le shell qui vous demande une confirmation. Est-ce que vous voulez effectivement l'écraser pour le remplacer avec le nouveau? Alors ici, le move, comme toutes les fonctions, toutes les commandes aussi, ont des options. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je lance la commande move avec les options -i et -f? Donc, je dirais, là, il y a déjà deux questions qui se posent. C'est quoi l'option -i et c'est quoi l'option -f? L'option -i, en général, qui permet de dire interactive.
et moins F qui permet de dire force ou bien forcer l'exécution de la commande. Donc ça, l'option moins F qui permet de renommer le fichier impérativement, c'est-à-dire même si le fichier cible existe, ce qui va se passer, il va l'écraser automatiquement. Par contre, I, c'est l'option interactive qui va vous demander confirmation. Maintenant, si vous utilisez les deux, en général, dans les options, il y a un ordre de priorité. F, il est plus prioritaire que I. Ça veut dire que si vous mettez FI, ça veut dire que vous voulez forcer l'exécution de la commande, et donc automatiquement, ça va écraser le fichier destination dans le cas où le fichier destination existe. Donc voici, par exemple, ls, il m'affiche ces fichiers sur répertoire. Ensuite, je vais exécuter, donc ici, ça me permettra de faire mv -i, donc je l'appelle nv comme une variable. Donc nv c'est quoi? C'est l'exécution de mv -i. Et donc quand je fais mv bla blue, donc automatiquement je vais changer bla dans tutu. Donc automatiquement le shell il va vous demander, puisque c'est interactif, le mv il est interactif, donc automatiquement il va vous demander, alors ici, il y a une petite erreur dans l'écriture, ici c'est NV. NV, donc ça va être remplacé par la commande NV-i, donc automatiquement NV-i bla tutu. Comme les deux fichiers existent, donc là je vais faire un move en local, donc c'est-à-dire un renommage, automatiquement il va me demander, regardez, là c'est pour vous confirmer un peu la commande, c'est pas MV ici, c'est NV, donc c'était juste un problème d'écriture. Regardez ce qui m'écrit en bas, NV, donc ce qui veut dire bien ça, c'est bien cette commande, overwrite tutu. Donc là, il me dit attention, tu vas écraser tutu, il me demande confirmation, je lui dis non, donc il va le garder tel qu'il est. Alors si je mets par contre MV -F bla tutu, là, automatiquement, il va exécuter la commande, donc il ne me remonte rien du tout, ça veut dire qu'il exécute, ce qui veut dire qu'il va supprimer le fichier tutu. Et regardez ce qui va se passer, c'est que bla, il a été renommé en tutu, donc il a écrasé tutu. Automatiquement, le contenu, c'est tutu et rapport. Et donc là, ce qui vous confirme que l'option -F, elle ne va pas demander la confirmation, c'est-à-dire elle va exécuter directement la commande et donc automatiquement, même s'il y a le fichier destination existe, l'interpréteur il va l'écraser et ce qui permettra de continuer l'exécution le plus normalement du monde. Et donc ça, c'est parmi je dirais, les options qu'on a pu voir concernant un ensemble de commandes et comment exécuter ces commandes en traitant les différents cas particuliers.